Cologne, connue sous le nom de Köln en allemand, a vu le jour durant l'ère romaine sur les rives du Rhin et a rapidement évolué en un centre névralgique de commerce, d'administration et de puissance militaire grâce à sa position stratégique. En tant que colonie romaine, la ville s'est développée en un carrefour essentiel, et de nombreuses marques de cette époque continuent de façonner le territoire jusqu'à nos jours. Au Moyen Âge, Cologne a acquis une importance considérable en tant que ville commerçante prospère, en tant que centre spirituel, et grâce à la construction de sa majestueuse cathédrale qui est devenue le symbole emblématique de la ville. Cependant, l'histoire de Cologne n'a pas été exempte de bouleversements. Des guerres ont entraîné des dominations françaises et prussiennes, et l'industrialisation a également eu un impact profond sur son développement. La ville a subi de lourdes destructions durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a su se relever et se reconstruire avec détermination. Avant même l'émergence de Cologne en tant que ville, la région du Rhin était déjà un espace animé et disputé depuis des siècles. Le fleuve ne se contente pas d'être une simple ligne géographique. Il représente une véritable artère vitale. Il offre de l'eau, des terres fertiles, des ressources halieutiques, ainsi que des voies de communication et des connexions dans toutes les directions. Les habitants des rives du Rhin ne sont que rarement totalement isolés. Bien avant l'arrivée des Romains, divers groupes se rencontraient ici, échangeaient des biens, rivalisaient pour des terres et utilisaient le fleuve comme une route pour établir des contacts. Ainsi, la région du Rhin est devenue, dès ses débuts, une zone frontière et de transition, où les cultures s'entremêlent sans se séparer nettement. Dans cette préhistoire, les groupes celtes jouent un rôle prépondérant. Ils ont marqué de leur empreinte de vastes portions de l'Ouest et du centre de l'Europe pendant une période prolongée, laissant des traces dans les formes d'habitat, l'artisanat et les réseaux régionaux. Le Rhin n'est pas une périphérie, mais bien une véritable axe le long duquel les peuples circulaient et commerçaient. Les communautés celtes ont su tirer parti de leur situation géographique, car elles permettaient une synergie entre l'agriculture et les échanges régionaux. Parallèlement, la région n'a jamais été dominée par une seule culture. En effet, l'attrait du Rhin attire différentes ethnies, qui continuent d'influencer son paysage. Les groupes germaniques, quant à eux, émergent de manière plus marquée, particulièrement dans les zones situées à l'est du Rhin et dans les régions plus au nord. Il ne faut pas imaginer ces groupes comme des peuples homogènes, mais plutôt comme une multitude de communautés et de confédérations tribales en constante évolution, se déplaçant, fusionnant ou se dissolvant. Ainsi, le Rhin devient une zone de contact entre des modes de vie variés. Si les conflits ne manquent pas, la vie quotidienne et les échanges sont également omniprésents. Toutefois, les tensions demeurent latentes, car la lutte pour des terres fertiles, des passages stratégiques et le contrôle des voies de communication engendre souvent des rivalités. Vivre dans cette région impose ainsi d'apprendre à coexister dans un monde où la proximité peut aussi rimer avec rivalité. Il est crucial de noter que la région du Rhin, bien avant l'arrivée des Romains, n'était pas une scène vide où l'histoire aurait commencé avec la fondation romaine. Des établissements, des champs, des structures de pouvoir local et une expérience du commerce à longue distance, ainsi que des échanges régionaux existaient déjà. Les êtres humains ont toujours su où il était judicieux de s'établir, quelle partie des rivières était propice aux traversées, où le commerce pouvait prospérer, ou encore où l'on pouvait se protéger. Ces structures préexistantes jouent un rôle décisif par la suite, car une ville romaine ne se construit pas dans un vide historique. Elle s'implante dans un espace déjà utilisé et compris, même si les Romains choisissent de l'organiser à leur manière. Cette histoire préalable explique pourquoi le Rhin devient si intéressant pour Rome. Un fleuve qui est déjà une voie de communication peut être transformé en frontière, en route d'approvisionnement et en axe de contrôle impérial. De plus, un espace où vivent et se rencontrent différentes populations peut représenter à la fois une opportunité et un risque pour un grand empire. Une opportunité car il permet d'étendre le commerce et l'influence.
Un risque, car il impose de maintenir la stabilité. C'est précisément à ce moment-là que se produit la prochaine grande transformation, la fondation romaine, qui transforme une zone de peuplement et d'échanges régionaux en une ville planifiée sur les rives du Rhin. La véritable naissance de Cologne en tant que ville au sens classique est étroitement liée à la politique de puissance romaine le long du Rhin. Aux alentours de l'année 50 de notre ère, un espace autrefois marqué par des structures locales changeantes devient un site urbain romain clairement défini. La Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Le nom même indique qu'il ne s'agit pas simplement d'une agglomération qui s'est développée, mais qu'une idée de fondation est à l'œuvre. Une colonia, dans le système romain, représente bien plus qu'un simple village sous influence romaine. C'est un morceau de Rome en dehors de l'Italie, un lieu doté d'un statut juridique, d'une planification urbaine et d'une fonction dans le réseau impérial. Cette fondation s'inscrit dans le cadre de la politique frontalière romaine. Le Rhin n'est pas seulement un fleuve pour Rome, mais une ligne stratégique où se rejoignent présence militaire, administration et approvisionnement. Les villes le long du Rhin ne sont pas des points isolés, mais des éléments constitutifs d'une infrastructure visant à stabiliser l'Empire. Cologne émerge ainsi dans ce contexte en tant que ville romaine au bord du fleuve, devenant un lieu où l'administration, le militaire, le commerce et l'artisanat se rejoignent. Une telle ville n'est pas simplement une collection de bâtiments, mais un centre qui rend la région plus contrôlable. Le fait que la ville porte le nom de Colonia Claudia Ara Agrippinensium souligne également son lien étroit avec les hautes sphères romaines. Ses fondations sont souvent empreintes de symboliques politiques. L'empereur et l'ordre romain doivent être visibles. La ville devient une expression de pouvoir et d'appartenance, tout en agissant comme un aimant attirant les populations. Avec le droit urbain romain, de nouvelles opportunités économiques et la protection d'un ordre impérial, des incitations à l'immigration, à l'artisanat, au commerce et à une densification accrue de l'espace de vie se crée. Ainsi, avec cette fondation romaine, la configuration du lieu se transforme également. Les villes romaines suivent souvent une structure plus claire que de nombreuses anciennes colonies. Elles se caractérisent par des axes routiers bien définis, des bâtiments publics, des places, ainsi qu'une infrastructure développée, incluant l'approvisionnement en eau et les systèmes d'égouts. Ce phénomène s'inscrit dans un concept d'urbanité qui représente un mode de vie distinct des structures rurales. Cela ne signifie pas que tout est immédiatement majestueux et achevé, mais la direction à prendre est indéniablement évidente. Un espace régional se transforme en un espace urbain où l'administration romaine et la culture romaine deviennent visibles. Parallèlement, une nouvelle mixité sociale se forme. Dans une colonie, des soldats, des commerçants, des artisans, des fonctionnaires et la population locale se rencontrent. Cela fait de la ville, dès ses débuts, un lieu où différentes réalités de vie coexistent. Cette fondation constitue donc un tournant décisif, car elle intègre Cologne de manière durable dans le monde romain. Ce lieu devient une partie d'un empire qui pense et s'organise à grande échelle. Cologne acquiert ainsi une nouvelle fonction. Elle n'est pas seulement une simple colonie le long du Rhin, mais un nœud romain où le pouvoir et les infrastructures convergent. C'est précisément de cette dynamique que découle la raison pour laquelle Cologne, au sein de la province romaine, ne se contente pas d'être une ville parmi d'autres, mais parvient à s'affirmer comme un centre administratif et de pouvoir. Après sa fondation en tant que colonie romaine, Cologne ne reste pas simplement une ville parmi d'autres sur les rives du Rhin, mais elle acquiert une position particulière au sein du système romain. Elle devient un centre administratif et de pouvoir de la province, et cette fonction agit comme un moteur qui favorise la croissance économique et structurelle de la ville. Dans le contexte romain, une capitale ne se limite pas à un titre honorifique, mais représente un ensemble de responsabilités. Administration, justice, collecte des impôts, coordination militaire et organisation des infrastructures. Là où ces fonctions sont concentrées, les gens, l'argent et l'influence s'y rassemblent automatiquement. En tant que centre administratif,
Cologne attire des fonctionnaires, des scribes, des commerçants et des prestataires de services. L'administration, dans un grand empire, devient un facteur économique à part entière, car elle mobilise continuellement des ressources. Il est nécessaire de collecter des taxes, d'organiser des transports, de conclure des contrats et de résoudre des litiges. Chacune de ces activités génère des emplois et nécessite des compétences spécialisées. Ainsi, un quotidien urbain émerge, qui dépasse le cadre de l'agriculture et des marchés locaux. Il est essentiel de disposer d'artisans capables de construire et de réparer, de fournir des approvisionnements pour les garnisons et les administrations, ainsi que de marchandises qui ne proviennent pas nécessairement de la région immédiate. Une ville dotée de fonctions de capitale devient presque automatiquement un lieu où le commerce s'intensifie, car les besoins y sont variés et réguliers. La situation géographique au bord du Rhin renforce cet effet. Ce fleuve est l'une des principales voies de communication de l'Empire romain, facilitant le transport et permettant de déplacer de grandes quantités de marchandises. Ainsi, Cologne peut non seulement approvisionner sa région, mais aussi être elle-même approvisionnée efficacement. Les marchandises parviennent relativement rapidement et, à l'inverse, les produits provenant des environs peuvent être distribués à travers Cologne. En tant que centre administratif, la ville devient un point névralgique où les biens ne se contentent pas de transiter, mais sont également contrôlés, stockés et redistribués. Dans une province romaine, le pouvoir s'accompagne souvent d'un accès privilégié à des flux de marchandises et d'informations. Cette fonction de pouvoir confère également du prestige. Une ville où se trouve l'administration provinciale bénéficie d'un statut supérieur à celui d'une simple agglomération. Cela influence les projets de construction, la culture urbaine et la volonté d'investir dans cet endroit. Les bâtiments publics, les installations représentatives et l'infrastructure urbaine ne sont pas seulement des équipements pratiques, mais aussi des manifestations de l'ordre romain. Cologne devient ainsi un lieu où la vie romaine est particulièrement visible, que ce soit dans l'administration, le droit, l'architecture, les activités commerciales ou les différentes couches sociales. L'importance économique de Cologne ne découle pas uniquement du commerce, mais également de l'artisanat et des services. Un centre administratif nécessite des ateliers, des installations de ravitaillement, des entrepôts, des moyens de transport, des ouvriers du bâtiment, ainsi que des artisans spécialisés dans le travail des métaux, la poterie, le textile et bien d'autres domaines. À Cologne, la vie urbaine s'intensifie, et avec cette intensification, les opportunités de mobilité sociale et de prospérité se multiplient. Les gens viennent non seulement pour vivre, mais parce qu'ils y voient des possibilités. Cela comprend du travail, des contacts, la protection offerte par l'ordre romain, ainsi qu'un accès à un marché plus vaste. Cette phase romaine façonne durablement Cologne, car elle confère à la ville une identité urbaine qui perdurera pendant des siècles. Cologne ne devient pas seulement plus grande, mais elle acquiert également une expertise dans son rôle de centre, en portant l'administration, en consolidant le commerce et en intégrant diverses populations. C'est sur ce socle que pourra se développer ultérieurement une autre forme de signification, qui ne proviendra plus principalement de l'administration provinciale romaine, mais de la religion. En effet, à la fin de l'Antiquité, le monde de l'Empire subit des transformations notables et les villes situées le long du Rhin évoluent également. À ce stade, Cologne est déjà un lieu urbain bien établi, doté de fonctions administratives et économiques. Cependant, une nouvelle dimension de signification émerge. Le christianisme devient de plus en plus visible, s'organise de manière plus stable et exerce une influence sociétale croissante. Cologne devient le siège d'un évêché, donnant naissance à une structure religieuse qui dépasse largement le cadre des simples communautés. Un évêque n'est pas seulement un prédicateur, mais un leader régional qui organise les paroisses, exerce son autorité et intègre la ville dans un réseau ecclésiastique en plein essor. Le choix de Cologne comme siège épiscopal n'est pas fortuit. À la fin de l'Antiquité, les structures ecclésiastiques recherchent des lieux déjà centraux, facilement accessibles, économiquement viables et administrativement établis.
Les villes offrent une infrastructure, une communication efficace et un mélange de population qui permet aux mouvements religieux de se répandre plus rapidement. De plus, elles agissent comme des nœuds stratégiques. Ce qui s'y établit rayonne vers les environs. Cologne, grâce à son importance romaine, possède déjà les conditions nécessaires pour devenir un centre ecclésiastique. L'établissement d'un siège épiscopal constitue donc une étape qui élargit la centralité existante dans une nouvelle direction. Avec l'instauration d'un évêché, l'image de la ville se transforme, même si l'on ne pense pas immédiatement à des églises monumentales. Des lieux de rassemblement voient le jour. Les chrétiens s'organisent de manière plus stable et les rituels religieux deviennent une partie intégrante de la vie publique. L'Église assume progressivement des responsabilités qui étaient auparavant davantage liées aux structures civiles, telles que l'aide aux nécessiteux, la médiation dans les conflits et la stabilisation sociale. Dans une période où les incertitudes politiques et militaires augmentent, une telle institution peut revêtir une importance particulière, car elle offre une continuité. L'évêque devient une autorité qui exerce son influence non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan social. Ainsi, Cologne se transforme en un centre religieux qui gagne en influence au-delà de ses frontières urbaines. La signification religieuse ne découle pas seulement de la foi, mais également de l'organisation. Lorsqu'un endroit devient un siège épiscopal, les décisions, les contacts et la communication ecclésiastique y convergent plus fréquemment. Cela attire à son tour des personnes, des clercs, des aides, des artisans impliqués dans les travaux de construction et d'entretien, ainsi que des visiteurs qui doivent régler des affaires ecclésiastiques. La religion devient ainsi un facteur supplémentaire qui renforce la croissance urbaine et l'importance de la ville. Toutefois, il ne faut pas envisager ce changement comme une christianisation soudaine et totale. Le IVe siècle représente une période de transition où différentes traditions religieuses peuvent encore coexister. Et bien que le christianisme soit en pleine expansion, son ancrage varie considérablement d'une région à l'autre. C'est précisément pour cette raison que le siège épiscopal est un marqueur significatif. Il indique que Cologne fait partie des lieux où le christianisme s'installe de manière institutionnelle et demeure durablement présent. La ville devient ainsi un point de référence pour l'identité chrétienne le long du Rhin. Cette première importance ecclésiastique sera déterminante par la suite, car elle crée une continuité même lorsque l'ordre politique de l'Empire romain s'effondre au Ve siècle. Alors que l'administration romaine et les structures militaires perdent en stabilité dans de nombreuses régions. L'Église demeure souvent l'une des rares institutions capables de continuer à fonctionner et de façonner de nouveaux rapports de force. C'est à ce carrefour que se dessine le prochain grand bouleversement, la transition de la domination romaine à celle des Francs, période durant laquelle Cologne doit redéfinir son rôle. Au Ve siècle, l'ordre romain en Occident est de plus en plus instable. Les grandes structures qui soutenaient Cologne en tant que ville romaine perdent leur solidité. La protection militaire devient de plus en plus incertaine. L'administration s'effondre dans de nombreuses régions et le contrôle politique de Rome sur les provinces s'affaiblit. Pour une ville comme Cologne, cela ne signifie pas une disparition soudaine, mais plutôt une transition délicate. Le cadre romain, qui a permis à Cologne de fonctionner pendant des siècles, se retire ou se désintègre, laissant place à de nouvelles dynamiques de pouvoir. À cette époque, Cologne intègre le domaine d'influence franc. Cette prise de pouvoir franc n'est pas un événement isolé, mais un processus au cours duquel les rapports de force évoluent. Le royaume franc est alors en train de passer d'une confédération régionale à une puissance dominante dans l'ancien territoire romain de la Gaule. Pour les Francs, cette région est stratégiquement et économiquement attrayante. Elle offre des voies de communication, des terres fertiles, des centres urbains et la possibilité d'étendre leur influence vers l'Est et le Nord. Cologne, avec sa position au bord du fleuve et son infrastructure urbaine déjà établie, devient un point stratégique précieux dans ce nouvel équilibre des pouvoirs. Pour la ville elle-même, cette prise de contrôle franque implique surtout une adaptation.
Cologne demeure un centre urbain. Mais la manière dont le pouvoir est organisé change profondément. Là où la logique administrative romaine et les structures impériales prédominaient, apparaissent désormais des formes de domination franque, marquées davantage par la loyauté personnelle, la fidélité militaire et le contrôle régional. Néanmoins, les Francs tirent également profit de l'infrastructure romaine existante. Des villes comme Cologne sont déjà des nœuds de communication, et il est logique de continuer à les utiliser plutôt que de les détruire. Ainsi, une phase mixte émerge, où l'héritage romain en matière d'architecture, de structure urbaine et de certaines habitudes locales se combine avec une nouvelle autorité politique. Dans cette période de transition, le christianisme acquiert également une importance croissante, car l'Église offre souvent une forme de continuité. Alors que les structures étatiques romaines disparaissent, les organisations ecclésiastiques se révèlent souvent plus stables, car elles sont ancrées dans les régions et disposent de leur propre réseau. Cologne, en tant que siège épiscopal, est donc bien positionnée pour maintenir un rôle central, même sous la domination franque. L'Église peut jouer un rôle de médiateur entre le nouveau pouvoir séculier et la population urbaine, contribuant ainsi à ce que Cologne ne devienne pas une simple ombre d'un ancien monde, mais conserve sa fonction de centre vital. Pour les habitants de Cologne, cette époque est probablement marquée par l'incertitude, mais aussi par un certain pragmatisme. Les grands concepts politiques, tels que la chute de Rome, sont souvent moins tangibles dans la vie quotidienne que des questions pratiques liées à l'approvisionnement, à la sécurité et à la justice. Qui assure la protection? Qui fait respecter les règles? Qui perçoit les taxes? Ces interrogations nécessitent des réponses, et la puissance franque propose une nouvelle organisation qui s'établit progressivement. Cologne, désormais intégrée dans l'émergence d'un vaste espace franc, ne se contente plus d'être une simple capitale provinciale romaine, mais demeure un lieu d'importance stratégique le long du Rhin. Cette intégration franque est cruciale à long terme, car elle pose les bases du développement futur de Cologne en tant que centre religieux et politique. Sous la domination franque, de nouvelles structures se mettent en place, permettant à la ville d'accroître sa signification ecclésiastique dans ce contexte élargi. Le prochain grand tournant ne se limite pas à une simple continuité de cette évolution, mais marque un véritable bond en avant. L'ascension de Cologne au rang d'archevêché confère à la ville une nouvelle dimension de pouvoir et d'influence. À la fin du 8e siècle, Cologne atteint un statut qui va façonner son identité pour des siècles à venir. À partir de l'année 795, Cologne s'élève au rang d'archevêché. Bien que cela puisse sembler à première vue une simple décision administrative au sein de l'Église, cela revêt en réalité une signification bien plus profonde dans le monde de l'époque. Un archevêché représente non seulement une diocèse agrandie, mais également un centre d'autorité qui surplombe d'autres évêchés dans la région. Celui qui occupe le poste d'archevêque ne se contente pas de diriger une communauté religieuse, mais devient l'un des acteurs majeurs du pouvoir au sein de l'Empire, car l'Église et la politique sont alors étroitement liées. L'élévation au rang d'archevêché transforme Cologne en un pôle ecclésiastique au sein du royaume franc. De là, d'autres évêchés sont supervisés. L'organisation ecclésiastique se développe, et la ville attire de plus en plus de clercs, d'intellectuels et de structures administratives. Cologne s'inscrit ainsi davantage dans les vastes réseaux du monde chrétien. Les décisions relatives à l'ordre ecclésiastique passent de plus en plus par Cologne, augmentant ainsi la notoriété de la ville, non seulement dans la région du Rhin, mais aussi à l'échelle de l'Empire tout entier. Cependant, l'archevêché s'accompagne également d'une montée en puissance politique. À cette époque, un archevêque n'est pas un simple pasteur, mais un acteur influent dans le jeu des pouvoirs. Il possède des biens, jouit d'une influence considérable et dispose de sa propre suite. Les charges ecclésiastiques sont liées à des terres et des droits, créant ainsi une base économique qui permet d'exercer un pouvoir politique. Celui qui détient des terres peut percevoir des impôts, engager des personnes
financer des projets de construction et organiser un soutien militaire. De ce fait, l'Église devient l'une des institutions les plus solides de cette période, et un archevêque, comme celui de Cologne, peut jouer un rôle de médiateur dans les conflits, soutenir des alliances ou défendre ses propres intérêts. Cologne en tire un double bénéfice. D'une part, la ville est valorisée sur le plan religieux, devenant un lieu où les décisions ecclésiastiques prennent du poids et où le statut se manifeste clairement. D'autre part, son influence dans le domaine séculier grandit, car l'archevêque, en tant que détenteur de pouvoir, est présent tant au sein de la ville que dans ses environs. Cela engendre de nouvelles tensions, mais également de nouvelles opportunités. Là où le pouvoir religieux et politique se rejoignent, se forment des ressources telles que l'argent, les projets de construction, le commerce, la protection et une position renforcée face aux voisins et aux rivaux. Ce gain de statut a également des répercussions sur le développement de Cologne en tant que ville. Un puissant archevêché attire les gens, car il promet emploi et stabilité. Les artisans, commerçants et prestataires de services bénéficient d'une ville en constante construction, gestion et représentation. De plus, les centres religieux développent souvent une influence culturelle particulière. L'éducation, la culture écrite et l'administration ecclésiastique renforcent la vie urbaine et contribuent à l'émergence d'une élite capable de planifier et d'organiser sur le long terme. Parallèlement, une nouvelle dynamique se met en place, qui deviendra de plus en plus importante par la suite. Lorsque l'archevêque détient un pouvoir considérable, la ville se trouve dans un champ de tension entre la domination ecclésiastique et les intérêts urbains. Bien que cela ne soit pas encore le conflit ouvert des siècles à venir, les bases sont posées. Cologne se transforme en une grande ville qui se développe, devient prospère et engendre une bourgeoisie confiante. Plus la ville croît sur le plan économique et démographique, plus elle cherchera également à élargir ses marges de manœuvre politique. Cependant, pour l'instant, l'archevêché signifie surtout une chose. Cologne n'est plus seulement une ville importante sur le Rhin, mais un véritable centre de pouvoir dont l'influence s'étend dans l'Église et au sein de l'Empire. Avec ce nouveau statut en tant que centre de pouvoir ecclésiastique, Cologne ne change pas seulement en termes de rang et d'influence, mais se transforme concrètement dans son paysage urbain et dans le quotidien de ses habitants. En effet, là où l'autorité, l'administration et l'attractivité économique se rejoignent de manière permanente, une ville peut s'épanouir. Au Moyen Âge, Cologne devient l'une des plus grandes et des plus significatives villes au nord des Alpes. Cette croissance ne se mesure pas seulement par le nombre d'habitants, mais surtout par une densification visible. Plus de maisons, des rues plus étroites, de nouveaux quartiers et une vie urbaine qui se distingue nettement de la campagne environnante. Un élément décisif dans cette évolution réside dans les fortifications. Une ville en expansion doit se protéger, non seulement contre les attaques extérieures, mais également contre l'environnement tumultueux du Moyen Âge, où les conflits entre princes, le brigandage et l'insécurité étaient monnaie courante. Les murs, portes, fossés et plus tard, des fortifications urbaines plus étendues représentent donc bien plus qu'une simple architecture militaire. Ils marquent Cologne comme un espace urbain autonome. Qui franchit une porte entre dans un ordre différent, plus densément peuplé, économiquement actif, souvent organisé juridiquement de manière distincte de la campagne environnante. Les fortifications instaurent un sentiment de sécurité, et cette sécurité attire à son tour le commerce et l'afflux de nouveaux habitants. Avec cette croissance, l'importance des marchés augmente également. Cologne devient un lieu où les marchandises ne sont pas seulement échangées localement, mais en plus grande quantité et avec une plus grande diversité. Les marchés, au Moyen Âge, ne sont pas simplement des espaces avec des stands, mais de véritables institutions. Pour qu'une ville prospère, des règles, des mesures, un contrôle, une protection et la capacité de résoudre les conflits sont indispensables. Celui qui organise la vie du marché acquiert une influence considérable. Pour la ville, cela se traduit par des revenus, du prestige et la possibilité d'élargir des réseaux économiques. Pour les habitants,
Cela signifie accès à des emplois et à des ressources. Dans une grande ville, beaucoup de personnes ne vivent plus directement de l'agriculture ou de l'élevage, mais tirent leur subsistance de l'artisanat, du transport, du commerce et des services. Cette transformation modifie la structure sociale et engendre de nouveaux groupes qui défendent des intérêts urbains. Les quartiers urbains denses émergent de cette combinaison d'afflux de population et d'espaces limités. À l'intérieur des murs de la ville, chaque mètre carré est précieux. Les maisons sont construites plus serrées, les rues deviennent étroites et la vie quotidienne se rapproche. Cela engendre des conséquences pratiques telles que le risque d'incendie, des problèmes d'hygiène, du bruit, mais aussi une dynamique sociale intense. Dans cette ville compacte se forment des voisinages, des guildes, des communautés religieuses et une forte vie publique urbaine. Les rencontres sont fréquentes. Les rumeurs, les nouvelles, les conflits et les tendances politiques circulent plus rapidement qu'à la campagne. Cologne ne grandit pas seulement en taille, mais elle devient également plus urbaine, se dotant d'une culture propre, façonnée par l'artisanat, le commerce, les institutions ecclésiastiques et un sentiment croissant de confiance en soi. Cette expansion médiévale explique également pourquoi Cologne semble de plus en plus influente à l'extérieur. Une grande ville attire des marchandises et des personnes, mais elle devient également un acteur de pouvoir. Plus les ressources sont concentrées dans la ville, plus il devient crucial de savoir qui les contrôle, qui accorde des droits, qui perçoit des taxes et qui décide de l'ordre et de la sécurité. Cela pose les bases de nombreuses tensions futures. Cependant, au départ, cette évolution permet surtout à Cologne de devenir un nœud stratégique le long du Rhin, où la vie économique, l'organisation urbaine et l'importance politique convergent étroitement. Ce développement aurait été difficile à réaliser si la ville n'était pas située sur l'une des principales voies de communication en Europe. Au Moyen Âge, le Rhin n'est pas simplement un paysage pittoresque, mais une véritable route commerciale reliant des régions qui, autrement, seraient difficiles d'accès. C'est précisément ici que Cologne se transforme en un point de transit essentiel. Les marchandises provenant du nord rencontrent celles du sud, et quiconque souhaite commercer entre ces deux espaces ne peut ignorer Cologne. La ville tire profit non seulement du passage des biens, mais également de leur collecte, de leur distribution, de leur stockage, de leur dédouanement et de leur revente. L'avantage du fleuve réside dans le transport. Par voie d'eau, il est possible de déplacer des quantités plus importantes qu'à terre, souvent de manière plus économique et fiable. Les bateaux peuvent transporter de lourdes charges qui peineraient à progresser sur de mauvaises routes. Pour Cologne, cela signifie que la ville est capable de fournir des marchés avec des marchandises qui ne proviennent pas uniquement des environs. Elle peut également redistribuer des produits fabriqués dans la région rhénane ou dans les territoires voisins. Ce qui était à l'origine un simple marché se transforme en un nœud névralgique, où se rejoignent plusieurs voies commerciales. Les marchands ne se contentent pas d'acheter et de vendre. Ils ont également besoin de services variés, tels que des entrepôts, des ateliers, des transporteurs, des bateliers, des bureaux de change et des personnes capables de sécuriser des contrats et des accords. Tout cela engendre des emplois et un certain bien-être, mais cela rend aussi la ville plus complexe. Un lieu de transit devient toujours un endroit où les règles prennent une importance cruciale. Lorsque de nombreux commerçants se rassemblent, la concurrence émerge, entraînant des litiges concernant la qualité, les mesures, les prix et les délais de livraison. C'est pourquoi l'ordre urbain devient un atout stratégique. Une ville qui offre une protection, capable d'imposer des règles fiables et de maintenir le commerce loin du chaos, attire davantage d'affaires. Cologne développe ainsi un effet d'attraction économique. Ceux qui souhaitent commercer régulièrement se dirigent vers des lieux prévisibles. Plus Cologne attire de commerce, plus la ville peut investir dans des infrastructures qui rendent le commerce encore plus efficace. De cette manière, un cycle de croissance et de densification économique se met en place. Le rôle de Cologne, situé entre le nord et le sud de l'Europe, peut également être compris comme un intermédiaire. Cologne n'est pas seulement une étape, mais un lieu où se tissent des relations commerciales.
C'est ici que différents réseaux de commerçants se rencontrent, que des informations sont échangées et que des contacts se nouent, souvent pour de nombreuses années. À une époque où le transport et la communication sont lents, l'information revêt presque une valeur équivalente à celle des marchandises. Celui qui sait quels prix sont pratiqués ailleurs, quelles routes sont sûres et quels conflits politiques pourraient perturber le trafic, détient un avantage certain. Ainsi, Cologne n'est pas seulement un nœud de marchandises, mais aussi un nœud de savoir. Pour Cologne, cela signifie que la ville est capable de fournir des marchés avec des marchandises qui ne proviennent pas uniquement des environs. Elle peut également redistribuer des produits fabriqués dans la région rhénane ou dans les territoires voisins. Ce qui était à l'origine un simple marché se transforme en un nœud névralgique, où se rejoignent plusieurs voies commerciales. Les marchands ne se contentent pas d'acheter et de vendre. Ils ont également besoin de services variés, tels que des entrepôts, des ateliers, des transporteurs, des bateliers, des bureaux de change et des personnes capables de sécuriser des contrats et des accords. Tout cela engendre des emplois et un certain bien-être. Mais cela rend aussi la ville plus complexe. Un lieu de transit devient toujours un endroit où les règles prennent une importance cruciale. Lorsque de nombreux commerçants se rassemblent, la concurrence émerge, entraînant des litiges concernant la qualité, les mesures, les prix et les délais de livraison. C'est pourquoi l'ordre urbain devient un atout stratégique. Une ville qui offre une protection, capable d'imposer des règles fiables et de maintenir le commerce loin du chaos, attire davantage d'affaires. Cologne développe ainsi un effet d'attraction économique. Ceux qui souhaitent commercer régulièrement se dirigent vers des lieux prévisibles. Plus Cologne attire de commerce, plus la ville peut investir dans des infrastructures qui rendent le commerce encore plus efficace. De cette manière, un cycle de croissance et de densification économique se met en place. Le rôle de Cologne, situé entre le nord et le sud de l'Europe, peut également être compris comme un intermédiaire. Cologne n'est pas seulement une étape, mais un lieu où se tissent des relations commerciales. C'est ici que différents réseaux de commerçants se rencontrent, que des informations sont échangées et que des contacts se nouent, souvent pour de nombreuses années. À une époque où le transport et la communication sont lents, l'information revêt presque une valeur équivalente à celle des marchandises. Celui qui sait quels prix sont pratiqués ailleurs, quelles routes sont sûres et quels conflits politiques pourraient perturber le trafic, détient un avantage certain. Ainsi, Cologne n'est pas seulement un nœud de marchandises, mais aussi un nœud de savoir. La richesse qui en découle ne se manifeste pas seulement par des pièces de monnaie ou des marchandises, mais aussi par le développement urbain dans son ensemble, par la densité des quartiers, par la diversité des métiers et par la confiance en soi qu'une telle ville peut dégager. Lorsque Cologne devient un point central de transit, grâce au commerce rhénan, les ambitions de la ville s'élèvent également, cherchant à afficher son statut. C'est précisément ici qu'intervient le prochain pas vers un projet de construction, qui n'est pas seulement motivé par la religion, mais qui représente aussi un symbole de ce poids urbain et de cette prospérité. La richesse croissante et la position de Cologne en tant que centre commercial et de pouvoir exigent, au Moyen Âge, des signes visibles. Les villes de cette taille ne souhaitent pas seulement fonctionner, elles veulent également afficher leur rang. À Cologne, cette aspiration se concrétise dans un projet de construction qui dépasse tout ce qui avait été vu jusqu'alors dans la ville. En l'an 1448, le chantier de la cathédrale de Cologne débute. Dès le départ, il était évident que ce projet ne visait pas simplement à ériger une église ordinaire, mais plutôt à positionner Cologne parmi les grandes métropoles d'Europe. La cathédrale, bien qu'initialement conçue comme un projet religieux, représentait également une déclaration urbaine d'une ampleur sans précédent. Une cathédrale de cette envergure signifiait que Cologne n'était pas qu'une ville comme les autres sur les rives du Rhin, mais un lieu où la foi, l'autorité et les ressources se rejoignaient. Un tel édifice nécessitait d'énormes quantités de pierres, de bois, de verre, de métal et de main-d'œuvre. Sa réalisation exigeait une planification minutieuse s'étalant sur des décennies, voire des générations. Seule une ville économiquement robuste et dotée d'une lorsque Cologne devient un point central de transit grâce au commerce rhénan,
les ambitions de la ville s'élèvent également, cherchant à afficher son statut. C'est précisément ici qu'intervient le prochain pas vers un projet de construction, qui n'est pas seulement motivé par la religion, mais qui représente aussi un symbole de ce poids urbain et de cette prospérité. La richesse croissante et la position de Cologne en tant que centre commercial et de pouvoir exigent au Moyen Âge des signes visibles. Les villes de cette taille ne souhaitent pas seulement fonctionner, elles veulent également afficher leur rang. À Cologne, cette aspiration se concrétise dans un projet de construction qui dépasse tout ce qui avait été vu jusqu'alors dans la ville. En l'an 1448, le chantier de la cathédrale de Cologne débute. Dès le départ, il était évident que ce projet ne visait pas simplement à ériger une église ordinaire, mais plutôt à positionner Cologne parmi les grandes métropoles d'Europe. La cathédrale, bien qu'initialement conçue comme un projet religieux, représentait également une déclaration urbaine d'une ampleur sans précédent. Une cathédrale de cette envergure signifiait que Cologne n'était pas qu'une ville comme les autres sur les rives du Rhin, mais un lieu où la foi, l'autorité et les ressources se rejoignaient. Un tel édifice nécessitait d'énormes quantités de pierres, de bois, de verre, de métal et de main-d'œuvre. Sa réalisation exigeait une planification minutieuse s'étalant sur des décennies, voire des générations. Seule une ville économiquement robuste et dotée d'une puissance organisationnelle suffisante pouvait espérer mener à bien un projet aussi ambitieux. Ainsi, la cathédrale devenait un symbole évident de richesse, même si sa fonction première était religieuse. Parallèlement, la construction de la cathédrale agissait comme un moteur pour la vie urbaine. Un projet de cette envergure attirait artisans et spécialistes, tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, forgerons, vitraillistes, conducteurs de chariots et bien d'autres. Cela engendrait la création d'ateliers, de structures de formation, de chaînes d'approvisionnement et d'une organisation de chantiers durables. La cathédrale n'était donc pas seulement un symbole, mais également un facteur économique influent, façonnant davantage la ville. Ceux qui travaillaient sur le chantier de la cathédrale résidaient à Cologne, dépensaient de l'argent, fondaient des familles et devenaient ainsi une partie intégrante du tissu urbain. De cette manière, la cathédrale agissait dans les deux sens. Cologne construisait un monument, et ce monument, à son tour, façonnait Cologne. Le style architectural lui-même faisait partie intégrante de ce message. Une grande cathédrale du Haut Moyen Âge n'était pas simplement un bâtiment, mais un programme iconographique élaboré en pierre et en lumière. La hauteur, l'espace, les fenêtres, les sculptures et l'ensemble de la mise en scène de l'espace visaient à impressionner, à susciter la crainte et à transmettre l'idée qu'un quelque chose de plus grand que le quotidien se manifestait ici. Pour les gens de l'époque, cela ne relevait pas d'une simple esthétique, mais constituait une manière d'expérimenter la foi. Parallèlement, cela révélait également l'ambition urbaine de Cologne. La ville s'inspirait des plus grands édifices sacrés d'Europe et affirmait son intention de rivaliser à ce niveau. La cathédrale devenait ainsi un point de convergence pour plusieurs niveaux de signification. Sur le plan religieux, elle représentait le centre de la vie ecclésiastique, un lieu de grande célébration, de rituels et d'autorité. Politique, elle symbolisait le rang et l'ambition, car une cathédrale marquait toujours le statut d'un lieu. Économiquement, elle reflétait les ressources disponibles dans la ville et la capacité à les orienter vers un projet d'une telle ampleur. Enfin, culturellement, elle devenait un symbole d'identité. Quand on pense à Cologne, on pense de plus en plus à la cathédrale, car elle domine la ville et façonne son image extérieure. Ainsi, on peut affirmer qu'avec le début des travaux, Cologne acquiert d'un monument qui ne se contente pas de coexister, mais qui exprime de manière concentrée la splendeur médiévale de la ville. La cathédrale incarne la foi, car elle représente le centre religieux de la cité. Il symbolise la richesse, car sa construction nécessite des ressources considérables. Il représente également le statut, car Cologne, à travers ce projet monumental, s'inscrit visiblement parmi les grandes villes confiantes de l'époque.
alors que la cathédrale, majestueuse, s'élevait vers le ciel comme un emblème de dignité et d'assurance. Un problème de pouvoir se profilait sur le sol, un conflit presque inévitable dans une ville aussi vaste et prospère. Qui détient réellement le pouvoir à Cologne? L'archevêque, en tant que chef spirituel, était également un seigneur temporel, possédant ses propres intérêts, droits et moyens d'influence. Cependant, à mesure que Cologne prospérait économiquement, que la ville se structurait de manière plus dense et que la population se montrait de plus en plus assertive, il devenait de moins en moins acceptable que les leviers politiques décisifs soient en dehors de la communauté urbaine. C'est dans ce contexte tendu qu'un conflit éclata, culminant en 1288 lors de la bataille de Waringen. Pour saisir l'importance de cette bataille pour Cologne, il est essentiel de comprendre à quel point le pouvoir au Moyen Âge était lié à des droits spécifiques. Qui avait le droit de percevoir des taxes? Qui exerçait la justice? Qui contrôlait les marchés? Qui commandait les fortifications? Et qui pouvait imposer des décisions politiques? Tous ces éléments déterminaient si une ville pouvait gérer son destin ou si elle était soumise à des revendications extérieures. Pour l'archevêque, Cologne représentait une ressource clé, une ville riche, un carrefour sur le Rhin, un lieu générant argent, influence et prestige. En revanche, la suzeraineté de l'archevêque signifiait pour les citoyens une limitation constante. Il pouvait croître et contribuer financièrement, mais ne pouvait pas décider de manière autonome sur toutes les questions. La bataille de Waringen n'était pas simplement un affrontement aléatoire entre voisins, mais l'escalade d'une lutte pour le pouvoir, où Cologne se positionnait activement. La ville ne se contentait pas d'être en périphérie, elle devenait un acteur décisif, capable de mobiliser des ressources, de l'argent, des hommes et des alliances. À cette époque, Cologne était bien plus qu'un simple regroupement d'habitants. C'était une communauté organisée avec des intérêts urbains, visant à réduire la dépendance politique envers l'archevêque. Lorsque la bataille éclata en 1288, il s'agissait de questions de domination qui dépassaient largement les frontières de Cologne. Cependant, pour la ville, l'issue de ce conflit avait des implications très concrètes. Après la bataille, l'équilibre des pouvoirs se modifia, permettant aux citoyens de bénéficier d'un espace politique nettement plus large. L'archevêque demeurait une autorité spirituelle importante, mais la ville pouvait développer beaucoup plus sa capacité d'autogestion. En pratique, cela signifiait que Cologne pouvait agir de manière plus indépendante dans les affaires politiques et juridiques, que les instances urbaines prenaient de l'importance, et que les citoyens commençaient à percevoir leur ville comme un corps politique autonome, et non plus seulement comme un lieu au sein d'un territoire dominé. Cette nouvelle autonomie transforma Cologne de l'intérieur. Une citoyenneté qui assume des responsabilités politiques doit instaurer l'ordre, faire respecter des règles, résoudre des conflits, organiser les finances et garantir la sécurité. Ce processus renforce les institutions, accroît l'importance des fonctions urbaines et permet l'émergence de nouvelles formes d'identité urbaine. Cologne devient ainsi une ville qui se perçoit de plus en plus comme un acteur de pouvoir, et cette conscience de soi influence également ses relations extérieures. Quiconque engage des échanges commerciaux, forge des alliances ou entre en conflit avec Cologne ne rencontre pas simplement un lieu, mais une entité politique capable de prendre des décisions autonomes. Le conflit avec l'archevêque et la césure de Waringen constituent donc des éléments clés pour comprendre le développement médiéval de Cologne. La richesse tirée du commerce et l'importance de la ville en tant que centre religieux avaient déjà conféré à Cologne une grande stature. Cependant, c'est cette évolution politique qui permit à la ville de traduire sa grandeur en autonomie réelle. À partir de ce moment, il est essentiel d'explorer comment cette autonomie croissante fut légalement et formellement sécurisée, et comment Cologne affirma son statut au sein de l'Empire étape par étape. L'indépendance politique que Cologne parvint à développer progressivement à la fin du XIIIe siècle nécessitait, au fil du temps, une assise juridique solide. En effet, au Moyen Âge, ce n'est pas seulement la puissance qui détermine la stabilité d'une ville, mais également le statut reconnu qui lui permet de défendre ses droits.
C'est précisément pour cette raison que l'année 1475 revêt une importance cruciale. Cologne obtient le statut de ville libre d'empire, renforçant ainsi son autonomie d'une manière qui ne repose plus uniquement sur une mise en œuvre pratique, mais sur une place clairement définie au sein de l'ordre impérial. Une ville libre d'empire entretient une relation particulière avec l'empire. Elle n'est pas simplement intégrée à un principauté territoriale, mais est directement rattachée à l'empereur ou à l'empire lui-même. Bien que cela puisse sembler abstrait, les conséquences sont très concrètes. Cela signifie surtout que Cologne peut gérer ses affaires urbaines dans de nombreux domaines de manière autonome, sans être soumise à un seigneur régional qui pourrait intervenir à tout moment. Pour Cologne, ce fut un tournant décisif, car cela renforçait légalement l'autonomie urbaine déjà acquise et la sécurisait face à l'extérieur. La ville ne gagne pas seulement en confiance, mais acquiert également un nouveau poids dans les négociations, son statut étant officiellement reconnu. Cette reconnaissance a un impact immédiat sur la politique urbaine. L'autogestion ne signifie pas seulement l'existence de fonctions urbaines, mais aussi que la ville peut activement façonner et faire respecter son propre ordre. Justice, administration, règles économiques, sécurité, finances. Cologne peut ainsi planifier à long terme. Il ne s'agit plus seulement de survivre à des conflits isolés, mais de maintenir un ordre urbain stable, capable de perdurer à travers les générations. Dans une grande ville commerçante, la fiabilité est d'une importance capitale. Le commerce exige des règles claires, une protection adéquate, une exécution rigoureuse des contrats, des marchés régulés et une confiance mutuelle, garantissant que les décisions ne sont pas prises de manière arbitraire. Le statut de ville impériale renforce également la position de Cologne dans ses relations avec ses voisins et ses rivaux. En tant que ville située le long du Rhin, Cologne est constamment engagée dans des interactions économiques, politiques et parfois même militaires. Lorsque Cologne se présente comme ville impériale, sa position de négociation se transforme. La ville peut alors s'appuyer plus fermement sur le droit impérial et sur son propre statut privilégié, au lieu d'être considérée comme une simple dépendance d'un autre souverain. Cela lui confère une certaine latitude, notamment en matière de douane, de conflits concernant les droits commerciaux ou encore dans la défense de ses intérêts urbains face à des princes cherchant à étendre leur influence. Cependant, ce statut implique également des obligations et des défis. L'autonomie signifie que la ville ne détient pas seulement des droits, mais qu'elle assume également la responsabilité de la sécurité, de l'infrastructure et du maintien de l'ordre en période de crise. Une grande ville comme Cologne n'est pas un organisme simple. Elle doit équilibrer les tensions internes entre riches commerçants, artisans, guildes et divers quartiers, tout en répartissant les ressources de manière à garantir le bon fonctionnement de la vie urbaine. Le statut de ville impériale rend cette organisation intérieure d'autant plus cruciale, car la ville doit davantage compter sur elle-même pour assurer sa stabilité. Pour Cologne, l'année 1475 ne représente pas simplement un titre honorifique, mais plutôt une consolidation de ce qu'elle était déjà devenue. Un acteur politique avec sa propre administration et ses propres ambitions. La reconnaissance en tant que ville libre du Saint-Empire romain germanique stabilise les fondements de son rôle futur dans les bouleversements majeurs de l'époque moderne. En effet, dès que des conflits religieux et des transformations sociales profondes secouent l'Europe, il devient essentiel de savoir comment une ville défend son identité et son ordre. Cologne entre dans cette période avec un socle juridique et politique solide qui non seulement rend sa gestion autonome possible, mais en fait également un élément central de son identité urbaine. Avec ce statut renforcé et une forte autonomie, Cologne entre dans une époque où non seulement les droits politiques, mais aussi les positions religieuses peuvent déterminer l'avenir d'une ville. Au XVIe siècle, alors que la réforme se propage et que de vastes portions de l'Empire se divisent sur des bases confessionnelles, la foi devient une question d'ordre, d'alliance et d'identité. Cologne, quant à elle, ne choisit pas un chemin intermédiaire. La ville demeure catholique et se transforme en un centre névralgique de la contre-réforme.
Cette mouvance, par laquelle l'Église catholique réagit à la défiance réformiste, renforce sa doctrine et défend activement son influence. Les raisons pour lesquelles Cologne reste catholique sont multiples et interconnectées. D'une part, la ville de Cologne était depuis des siècles profondément marquée par la religion, avec un vaste réseau de chapitres, de monastères et d'institutions ecclésiastiques. Ces établissements ne se limitaient pas à être de simples lieux de culte, mais constituaient également une part intégrante de la réalité urbaine, influençant les aspects économiques, sociaux et culturels de la vie colonnaise. D'autre part, Cologne, en tant que grande ville affirmée, se trouvait à la croisée des chemins de l'Empire. Bien que les idées et les mouvements réformateurs aient circulé rapidement le long du Rhin, la réaction de Cologne ne fut pas celle de l'ouverture, mais plutôt de la fermeture. Il ne s'agissait pas uniquement de questions théologiques, mais aussi de la définition de l'ordre qui devait prévaloir dans la ville et des forces qui pouvaient y exercer leur influence. Un facteur déterminant dans cette dynamique était le rôle de l'éducation et des institutions. Cologne bénéficiait d'une tradition académique solide et d'une université influente qui, durant la période de la Réforme, adopta une position conservatrice, devenant ainsi un bastion intellectuel contre les doctrines protestantes. À une époque où les débats religieux ne se déroulaient pas seulement dans les églises, mais aussi dans les écrits, les sermons et les discussions académiques, une telle institution se révélait être un instrument de pouvoir. La contre-réforme nécessitait non seulement une politique ecclésiastique, mais aussi des arguments, des structures d'enseignement et une formation claire du clergé. Cologne offrait un environnement propice à cette entreprise et se transforma en un lieu où les positions catholiques étaient systématiquement soutenues et diffusées. Cela impliquait également un contrôle rigoureux de la sphère publique religieuse. Dans de nombreuses villes de l'Empire, les nouvelles doctrines entraînaient de vives tensions internes, car prédicateurs, brochures et groupes politiques luttaient pour obtenir l'adhésion des citoyens. Cologne s'efforça de limiter ces lignes de fracture dès le départ. Bien que les idées réformistes ne purent pas être totalement écartées, la ville opta pour la régulation, les restrictions et le renforcement des forces catholiques. La contre-réforme ne se limita pas à une simple défense, mais engendrait aussi des renouvellements, une discipline accrue du clergé, un développement de l'éducation, un service pastoral renforcé et des frontières dogmatiques plus claires. Ainsi, Cologne devint un lieu où le catholicisme était non seulement préservé, mais également activement organisé. Un autre aspect à considérer est la situation politique dans la région rhénane. Cologne se situait dans une zone où les frontières confessionnelles coexistaient souvent de manière très proche. Des territoires protestants côtoyaient des zones catholiques, avec des alliances changeantes et des tensions croissantes, rendant la question religieuse cruciale pour la sécurité. Pour une ville commerçante, cela signifiait que la stabilité représentait un avantage économique. Une ligne confessionnelle claire pouvait réduire les conflits internes, même si cela impliquait une certaine forme d'exclusion à l'extérieur. La décision de Cologne de rester fidèle au catholicisme était donc également une tentative de maintenir l'ordre urbain de manière cohérente, évitant ainsi de s'éparpiller dans des luttes internes. Ainsi, Cologne devient, durant la période de la Réforme, un important foyer catholique au sein de l'Empire, non seulement sur le plan religieux, mais également en tant que lieu où la Réforme est concrètement mise en œuvre. Cela se manifeste à travers des institutions, des initiatives éducatives, des réseaux ecclésiastiques et des politiques urbaines. Cette position a profondément influencé l'identité de la ville, et son impact s'est fait ressentir bien au-delà de ce siècle tumultueux. En conséquence, Cologne est demeurée un centre catholique majeur le long du Rhin, tout en devant apprendre à se défendre dans un monde de plus en plus divisé sur le plan confessionnel, où les décisions religieuses entraînaient inévitablement des conséquences politiques. Après la période de la Réforme, Cologne a conservé un profil religieux fort ainsi qu'une identité marquée. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, cette structure établie depuis des siècles a été bouleversée par des événements extérieurs,
laissant peu de place à une adaptation progressive. Lorsque les troupes françaises avancent le long du Rhin, cela marque la fin d'une époque où les anciens droits, les traditions urbaines et les structures familières avaient façonné la vie quotidienne. Entre-temps, jusqu'en 1814, Cologne est administrée par les Français. Et ces années ne sont pas simplement une occupation éphémère, mais plutôt une phase durant laquelle la ville doit fonctionner selon de nouvelles règles. La différence décisive réside dans le fait que la domination française ne se limite pas à un contrôle militaire. Elle introduit également une nouvelle conception de l'État. Alors que Cologne avait auparavant opéré avec des privilèges historiquement établis, des droits urbains spécifiques et des corps anciens, l'administration française mise sur l'unification, des compétences clairement définies et un contrôle centralisé. Cela implique que de nombreux droits, bureaux et réglementations spéciales sont abolis ou profondément réformés. Pour la population, cela ne se traduit pas simplement par un changement de drapeau, mais constitue une transformation du quotidien, car de nouvelles règles s'appliquent, d'autres autorités deviennent responsables, et de nombreuses sécurités qui étaient auparavant évidentes disparaissent. Cette transformation est particulièrement perceptible dans la gestion des anciennes structures urbaines. Pendant des siècles, Cologne avait vu émerger des institutions qui régulaient la vie sociale et économique, allant de la conscience urbaine jusqu'aux règles professionnelles. Sous l'administration française, ces systèmes d'ordre traditionnels sont fortement réduits ou complètement éliminés. L'État ne souhaite pas que des privilèges locaux et des droits historiques limitent l'accès à l'administration, à l'économie et à la justice. Au contraire, un système uniforme est instauré, qui fonctionne de manière similaire dans toutes les zones administrées. Pour Cologne, cela signifie que le cadre dans lequel la ville s'était longtemps organisée est remplacé par un modèle imposé d'en haut. Par ailleurs, le droit évolue également de manière significative durant cette période. Là où une combinaison de formes juridiques urbaines, ecclésiastiques et traditionnelles prévalait, une organisation inspirée davantage du modèle français est désormais mise en place. Cela concerne la propriété, les contrats, les pratiques administratives et la manière dont les conflits sont résolus. Pour les habitants, cela présente deux facettes. D'une part, un système juridique plus uniforme peut être perçu comme plus moderne et prévisible, car les règles sont formulées de manière plus claire et ne dépendent pas autant des anciennes exceptions. D'autre part, cela signifie également que ceux qui bénéficiaient auparavant de privilèges ou de structures familières perdent leurs espaces de protection. Ceux qui s'étaient habitués à des modes locaux d'influence doivent désormais composer avec une administration qui fonctionne différemment et qui accorde moins d'importance aux anciennes réalités. Un domaine particulièrement marquant est la relation avec l'Église. Cologne a été pendant des siècles profondément marquée par la religion, et les institutions ecclésiastiques avaient non seulement une signification religieuse, mais aussi économique et sociale. Sous la domination française, les structures ecclésiastiques sont en grande partie réduites. Les relations de propriété sont modifiées et l'influence de l'Église sur l'ordre public diminue. Cela touche l'image de soi de la ville et transforme la structure urbaine, car des institutions qui avaient auparavant apporté une certaine stabilité perdent leur rôle ou doivent être redéfinies. Pour de nombreux Colognois, cela représente une rupture brutale avec un monde familier, d'autant plus que la religion et l'identité urbaine avaient longtemps été étroitement liées. Ces 20 années de gestion française sont donc une période où Cologne est à la fois modernisée et dépossédée. Modernisée, car de nouvelles formes administratives, de nouveaux principes juridiques et une organisation plus centralisée sont introduits. Dépossédée, car la ville perd de nombreux anciens privilèges et statuts particuliers, devant s'insérer dans un système qui ne trouve pas son origine à Cologne. À la fin de cette phase, Cologne n'est plus la même ville qu'auparavant, moins influencée par les anciennes structures féodales et ecclésiastiques, mais davantage intégrée dans des conceptions administratives modernes, tout en ressentant que la continuité historique de longue date a été brusquement interrompue. Lorsque la domination française prend fin,
Cologne ne retourne pas simplement à l'état antérieur de 1794. Trop de choses ont déjà été transformées. Trop de changements ne peuvent pas être inversés. À partir de 1815, un nouveau chapitre commence, car Cologne devient partie intégrante du royaume de Prusse. Cela signifie que la ville entre à nouveau dans un cadre étatique différent et doit encore une fois s'intégrer dans un ordre supérieur. Cependant, le caractère de cet ordre est différent de celui d'avant. La Prusse apporte une administration fortement organisée, des responsabilités clairement définies, une politique d'infrastructure cohérente et l'ambition d'intégrer durablement le Rhin dans son appareil d'État. Pour Cologne, cela implique tout d'abord que l'administration et la structure étatique deviennent encore plus professionnalisées. L'administration prussienne est conçue pour faire respecter les règles, organiser efficacement les taxes et planifier systématiquement les tâches publiques. Cela entraîne au quotidien une augmentation de la bureaucratie, mais également une présence étatique plus prévisible. Les décisions passent par des autorités, des dossiers et des procédures établies. Pour une ville qui a longtemps eu ses propres traditions et ses chemins particuliers, et qui a ensuite connu une uniformisation française en un temps record, cela représente un nouvel ajustement, mais cette fois avec un caractère durable. La Prusse s'installe, et ainsi, l'intégration n'est pas perçue comme une transition, mais comme une nouvelle normalité. Parallèlement, la Prusse mise fortement sur l'infrastructure. Cologne est située sur l'un des fleuves les plus importants d'Europe et à un carrefour entre l'Ouest et l'Est. Cette position est désormais exploitée tant sur le plan politique qu'économique. La modernisation se manifeste par la construction de routes, l'organisation du trafic, la gestion des ports et des lieux de transit, ainsi qu'une orientation générale vers des améliorations techniques et organisationnelles. La ville n'est pas seulement administrée, elle est de plus en plus conçue comme un nœud central. Cologne doit fonctionner comme un centre dans une région qui devient économiquement de plus en plus significative. Cette modernisation modifie également la perception de la ville. Cologne devient une partie d'un État dont le centre de gravité se situe traditionnellement plutôt à l'est. Le Rhin représente pour la Prusse un espace important, mais également culturellement distinct. Cela crée une tension entre l'identité locale et l'intégration étatique. Cologne reste Cologne, avec sa propre conscience et ses traditions. Cependant, elle doit s'adapter à une organisation fortement centralisée. Cela façonne la culture politique, les pratiques administratives et même la manière dont le développement urbain est envisagé. Moins par rapport à des structures héritées, mais davantage à travers la planification, l'efficacité et des projets à long terme. En somme, l'intégration prussienne crée les conditions pour la prochaine grande transformation de la ville. L'administration devient plus stable et structurée. L'infrastructure est développée de manière ciblée. Et Cologne est de plus en plus perçue comme une partie d'un système économique plus vaste. Ainsi, la ville se trouve à la croisée d'un développement qui ne se contente plus de croître lentement, mais qui, en quelques décennies, transforme visiblement Cologne grâce à des machines, des usines, de nouveaux réseaux de transport et un afflux massif de population. Avec une administration mieux organisée et des mesures d'infrastructure renforcées, Cologne est entraînée au XIXe siècle dans un processus qui la modifie plus rapidement et plus profondément que durant de nombreux siècles précédents. L'industrialisation ne fait pas seulement de Cologne une ville plus grande, mais une ville complètement différente. Des usines surgissent, de nouveaux mondes du travail se forment, et le chemin de fer relie Cologne à d'autres régions à une vitesse autrefois inimaginable. De plus, une forte croissance démographique exerce une pression tant sur l'espace que sur le tissu social de la ville, tout en stimulant sa dynamique économique. Les usines transforment d'abord la nature même du travail. Au lieu d'une ville principalement caractérisée par le commerce, l'artisanat et les services, un secteur industriel émerge désormais, permettant des volumes de production plus importants et nécessitant de nouvelles formes d'organisation. Le travail s'organise de manière plus structurée, en équipe, avec des horaires fixes,
sous un rythme désormais dicté non plus par le marché ou les ateliers artisanaux, mais par des machines et des plans de production. Cela donne naissance à de nouveaux groupes sociaux, à une classe ouvrière en pleine expansion, à des entrepreneurs, à des techniciens spécialisés, ainsi qu'à un environnement urbain de plus en plus marqué par le travail salarié et le quotidien industriel. La construction de chemins de fer agit comme un véritable catalyseur. Elle transforme Cologne en un carrefour de transport d'un nouveau genre. Bien que le Rhin demeure un axe essentiel, le rail crée des connexions supplémentaires, indépendantes des méandres du fleuve, ouvrant ainsi de nouveaux horizons. Les matières premières peuvent être acheminées plus rapidement, les produits expédiés avec plus d'efficacité, les déplacements des personnes se font plus aisément, et les marchés s'étendent. Pour Cologne, cela signifie que la ville n'est plus simplement un point de transit le long du Rhin, mais un nœud dans un réseau industriel en pleine expansion. Cette transformation impacte également l'urbanisme. Les gares, les infrastructures ferroviaires, les espaces de stockage et les nouvelles voies de circulation occupent de l'espace et attirent davantage d'activités économiques. Avec cette dynamique économique, la population augmente. Les gens affluent vers la ville, attirés par les opportunités d'emploi, tandis que les campagnes offrent de moins en moins de perspectives. Cette croissance entraîne une densification qui engendre de nouveaux défis. Pénurie de logements, problèmes d'hygiène, hausse des prix, tensions sociales. Dans de nombreux quartiers, l'urbanisation progresse rapidement, souvent de manière désordonnée. Parallèlement, de nouveaux quartiers émergent, et la ville doit apprendre à subvenir aux besoins de ces masses en matière d'eau, de routes, d'éclairage, d'assainissement, d'écoles et de soins médicaux. L'industrialisation ne signifie donc pas seulement l'émergence d'usines, mais aussi la création d'une administration moderne de la grande ville, capable de gérer cette croissance. Cette période façonne également le climat social, où de nombreuses personnes se retrouvent en peu de temps réunies, vivant dans de nouvelles dépendances, ce qui entraîne des conflits, mais aussi de nouvelles formes d'organisation. Les travailleurs s'unissent, des mouvements politiques gagnent en influence, et la ville devient le théâtre de débats sociétaux contemporains. Cologne se transforme ainsi non seulement sur le plan économique, mais aussi culturellement et politiquement. Cette transformation impacte également l'urbanisme. Les gares, les infrastructures ferroviaires, les espaces de stockage et les nouvelles voies de circulation occupent de l'espace et attirent davantage d'activités économiques. Avec cette dynamique économique, la population augmente. Les gens affluent vers la ville, attirés par les opportunités d'emploi, tandis que les campagnes offrent de moins en moins de perspectives. Cette croissance entraîne une densification qui engendre de nouveaux défis. Pénurie de logements, problèmes d'hygiène, hausse des prix, tensions sociales. Dans de nombreux quartiers, l'urbanisation progresse rapidement, souvent de manière désordonnée. Parallèlement, de nouveaux quartiers émergent, et la ville doit apprendre à subvenir aux besoins de ces masses en matière d'eau, de routes, d'éclairage, d'assainissement, d'écoles et de soins médicaux. L'industrialisation ne signifie donc pas seulement l'émergence d'usines, mais aussi la création d'une administration moderne de la grande ville, capable de gérer cette croissance. Cette période façonne également le climat social, où de nombreuses personnes se retrouvent en peu de temps réunies, vivant dans de nouvelles dépendances, ce qui entraîne des conflits, mais aussi de nouvelles formes d'organisation. Les travailleurs s'unissent, des mouvements politiques gagnent en influence, et la ville devient le théâtre de débats sociétaux contemporains. Cologne se transforme ainsi non seulement sur le plan économique, mais aussi culturellement et politiquement. La ville devient plus bruyante, plus rapide, plus diversifiée, mais aussi plus divisée entre riches et pauvres, entre anciens milieux urbains et nouvelles structures industrielles. En parallèle, l'industrialisation influence également l'image de soi de Cologne. Une ville qui, pendant des siècles, s'était définie par son histoire, son importance religieuse et son commerce, se voit désormais redéfinie par la technologie moderne et la croissance. Et c'est précisément dans cette combinaison que se crée un moment qui, pour de nombreux habitants de Cologne,
demeure symbolique jusqu'à aujourd'hui. Alors que la ville se réinvente sur le plan industriel et infrastructurel, un édifice médiéval refait soudainement surface en tant que symbole central. Ce phénomène nous conduit directement à l'étape suivante, l'achèvement de la cathédrale de Cologne en l'année 1880, qui conclut un projet médiéval en pleine époque moderne, établissant ainsi un lien particulier entre passé et présent. Au cœur des bouleversements industriels du XIXe siècle, alors que Cologne se transforme de plus en plus sous l'influence des usines, des chemins de fer et de la croissance, un événement se produit. À première vue, il semble s'agir d'un regard en arrière, mais en réalité, il appartient bel et bien à cette époque moderne. En 1880, la cathédrale de Cologne est enfin achevée. Ce bâtiment, dont la construction avait débuté au Moyen Âge, trouve son aboutissement à une époque marquée par la technologie, le nationalisme et de nouvelles formes d'affirmation urbaine. C'est précisément cette tension qui rend l'achèvement si significatif. Il ne s'agit pas simplement de la fin d'un chantier, mais d'un moment où Cologne tire sa richesse historique vers le présent, façonnant ainsi un symbole puissant. La longue interruption des travaux, ainsi que le fait que la cathédrale soit restée inachevée pendant des générations, lui ont conféré une aura particulière. Elle se présente à la fois comme un monument emblématique et un torse inachevé, une aspiration et un souvenir. Lorsque, au XIXe siècle, la volonté de la finaliser se renforce. Cela ne relève pas uniquement d'une motivation religieuse, mais aussi d'une quête identitaire. La ville a évolué. Elle est devenue plus moderne, plus vaste et plus industrielle. Pourtant, la cathédrale offre un lien qui unit ce présent effréné à une lignée historique longue et riche. Son achèvement signifie que Cologne possède une continuité, un statut et la capacité de mener à bien un projet qui dépasse les générations individuelles. De plus, la finalisation du bâtiment est le fruit d'une organisation et d'une technique propre à son époque, une administration moderne, de meilleures infrastructures de transport et une économie plus performante rendent possible la réalisation d'un tel grand projet. Les matériaux peuvent être déplacés plus facilement. Les processus de travail sont repensés et le financement est plus stable, car la ville et ses environs sont économiquement plus forts que par le passé. Ainsi, la cathédrale devient également, d'une certaine manière, un reflet de la modernité. Un projet médiéval est achevé grâce aux moyens du XIXe siècle. Pour la société urbaine, cette réalisation représente un triomphe collectif. La cathédrale n'est pas seulement un centre religieux, mais un symbole urbain qui transcende les confessions et le quotidien. À une époque où Cologne connaît une forte croissance et accueille de nouvelles populations venues de régions variées, un tel monument peut également favoriser la cohésion sociale. Cela offre un point de référence commun, quelque chose qui rend Cologne visible, alors que la ville se divise en de nombreux quartiers, groupes sociaux et nouveaux milieux. La cathédrale devient ainsi plus que jamais le monument emblématique qui domine le paysage urbain. Ce n'est pas seulement en raison de sa taille impressionnante, mais parce qu'elle raconte une histoire que tout le monde peut connaître. Parallèlement, l'achèvement de la cathédrale modifie l'image extérieure de Cologne. Une ville dotée d'une cathédrale achevée, de cette envergure et de cette majesté, se présente automatiquement sous un jour différent. La cathédrale n'est plus un projet en attente d'achèvement, mais un monument achevé qui peut être solidement ancré dans les images, les récits et les perceptions collectives. Cologne acquiert ainsi un symbole qui exprime à la fois sa profondeur médiévale et sa capacité moderne. Le passé devient un signe de prestige, tandis que le présent se manifeste comme une force d'exécution. Cet achèvement agit donc comme un point de convergence dans l'histoire de Cologne. Il relie la phase médiévale, durant laquelle la cathédrale a été initiée, à la phase industrielle, où la ville se transforme radicalement. À partir de ce moment, Cologne avance en tant que grande ville moderne vers le XXe siècle, avec toutes les opportunités et les dangers que cette époque entraîne. Et c'est précisément là que se profile la rupture la plus sévère que Cologne connaîtra dans les temps modernes. La Seconde Guerre mondiale,
au cours de laquelle la structure urbaine développée et de grandes parties de l'historique Cologne seront détruites en un temps record. La transition du XIXe siècle vers le XXe siècle semble d'abord être une continuité de la modernité. Une grande ville en pleine expansion, marquée par l'industrie, les transports et une place solide dans l'espace ouest-allemand. Cependant, la Seconde Guerre mondiale brise cette évolution de manière abrupte. Cologne devient l'une des villes les plus bombardées d'Allemagne. Ce qui s'était construit pendant des siècles est largement anéanti en quelques années, touchant non seulement des bâtiments isolés, mais aussi des rues entières, des quartiers et l'infrastructure quotidienne qui rend une ville habitable. Les bombardements modifient rapidement la réalité, car ils ne se manifestent pas comme un front classique situé à l'extérieur. La guerre vient du ciel et frappe en plein cœur de la vie civile. Appartements, entreprises,